C'est parti. Alors, voilà, bonjour à tous et tous. Donc, ce webinaire introductif sur le partage de données, on va euh, formellement discuter de choses qui sont au-delà de l'open data. Alors, l'open data sera mon introduction. Mais notre but, c'est vraiment de parler de choses qui vont au-delà de l'open data. Et on va voir pourquoi ça a du sens aussi de ne pas se contenter de l'open data, qui est évidemment extrêmement important. Notre thème, c'est les mobilités décarbonées et notamment les mobilités du quotidien qui seront particulièrement d'intérêt pour nous dans ce cycle de travail. Euh, pour rappel, c'est un format webinaire donc sur 1h30 qui est introductif, vous allez voir, donc qui va aborder une diversité de sujets sans forcément tous les approfondir. Le but, c'est que certains de ces sujets, on aura l'occasion de les approfondir avec ceux qui le souhaitent dans un cadre peut-être plus restreint de travail et de co-création ensemble. Néanmoins, n'hésitez pas évidemment sur ce format webinaire à utiliser beaucoup le chat. On a quelqu'un qui n'a pas de son, la Sigrid qui est bloquée au niveau du son, mais justement, si jamais il y a des problèmes de son, surtout si vous voulez m'interrompre pour poser des questions, réagir, partager aussi votre propre expérience des différents sujets abordés, ce qui est souhaitable. N'hésitez pas à utiliser le chat, à lever les mains, bien sûr. Mais les questions du chat, ça permet de revenir tout de suite dessus et de m'interrompre de manière élégante aussi. Et ne pas me laisser parler pendant 20 minutes parce que je le fais sans aucune difficulté, mais après, ça risque d'être un long monologue et c'est pas l'objet, hein. Le but, c'est que même si je suis le seul intervenant officiel, c'est qu'en fait, on ait des échanges aux différentes étapes. Vous allez voir que dans le déroulé, hein, ce que je vous propose, c'est d'introduire quelques situations concrètes en fait où la notion de coopération autour de la donnée, qui va au-delà de l'open data encore une fois, a du sens. Donc parfois je les ai illustrés, parfois pas entièrement, mais je pense que parmi vous, vous aurez beaucoup d'illustrations à apporter de ces cas concrets. Et donc, voilà, le but c'est évidemment qu'on utilise du temps pour ça. Ça, ce sera la première partie. Et puis la deuxième partie, ce sera illustré, pareil, de manière assez superficielle, quelques approches actuelles que vous mettez déjà en place les uns et les autres, ou qui sont en cours de mise en place et d'intérêt, et qu'il faut voir plutôt comme des moyens et des outils, il me semble. Et tout ceci introduira le programme qu'on vous propose pour ce cycle de travail, qui est un programme avec une possibilité d'avoir trois GT, trois sessions de travail sur des thématiques dédiées. Et on pourra aussi échanger raffiner un peu les attentes, éventuellement changer même le thème au besoin de certaines de ces sessions de travail. Voilà, et on terminera en se projetant justement sur la suite. Je vois qu'entre-temps, les problèmes techniques se sont réglés, donc je propose d'entrer sans plus attendre dans le concret, en démarrant par des sujets que vous connaissez tous, et c'est pour ça que je ne vais pas trop m'y attarder. Alors, c'est pas exactement au commencement des transferts et de la mobilité qu'il y avait de l'open data, vous en doutez. C'est un peu plus récent, c'est une quinzaine d'années maintenant. Mais c'est quand même quelque chose qui maintenant euh, relève d'un acquis. Alors, l'open data, dans les transferts et la mobilité, en premier lieu, ça recouvre, comme le décrit Julien de Labaca, manière très claire, et il reprend des publications du point d'accès national, hein. Sur le point d'accès national, hein, on trouve ce type de données. Donc, c'est l'offre de transport globalement, aussi bien la description de l'infrastructure en fonction des bornes de recharge, où est-ce qu'on trouve des aires de covoiturage, où est-ce qu'on peut stationner, où est-ce que sont les stations de bus et de métro, euh, que aussi le détail de l'offre, c'est-à-dire à quelle heure passent les bus, les métros. Voilà. Donc, tout ça, vous êtes assez familier, je pense. C'est des choses qui se sont déployées progressivement au cours des 10-15 dernières années. C'est de la donnée ouverte. Donc, on viendra brièvement sur ce que c'est que de l'open data, mais globalement, hein, c'est de la donnée qui est gratuite, qui est accessible, qui est dans un format standardisé, qui est plus ou moins librement réutilisable ou librement réutilisable dans le cadre d'un contrat de licence qui lui-même est un peu type. Euh, voilà. Et ces données qui sont théoriques, mais c'est aussi des données dynamiques, notamment en France, puisque le cadre français, notamment pour ce qui concerne les obligations en termes de publication open data, est assez ambitieux. Il inclut des données dynamiques et le cadre européen est en train de rejoindre le cadre français quelque part. Certains diraient qu'on avait fait de la surtransposition, mais je pense qu'on était plutôt en avance sur le cadre européen, en incluant dans le cadre européen justement aussi les données dynamiques de transport pour les années à venir. Donc en France, c'est déjà une réalité, comme on va le voir. Pour le point d'accès national, hein, il y a une diversité de réutilisateurs, c'est quelque chose de très important. Donc
enfin, le partage de données, c'est quelque chose d'effectif, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui publient des données en open data et des acteurs qui les réutilisent, et quantité d'applications aussi bien publiques que privées utilisent ces données. Et c'est important de souligner qu'au-delà des acteurs qui sont ici, qui sont plutôt des acteurs privés en tant que réutilisateurs, euh, utilisateurs d'ailleurs qui soit mettent en qualité la donnée, la mettent à disposition d'autres acteurs ou alors créer leurs propres applications avec. Mais il faut aussi mentionner que, en fait, les premiers récepteurs de l'open data souvent sont aussi des acteurs publics. C'est-à-dire qu'un acteur public publie en open data la donnée, et puis un autre acteur public, par exemple un autre échelon territorial, peut réutiliser cette donnée et lui-même l'exploiter. Donc c'est aussi très important à ce niveau-là. Si on regarde concrètement, alors ça, c'est les données. Alors, sur ce slide, c'est pas les données aujourd'hui PAN, elles ont quelques mois, mais il y a une couverture du territoire, vous allez voir, qui est importante et qui a progressé depuis cette dernière publication. Et il y a ce point d'accès national que vous connaissez aussi a priori, hein, Transport Data Gouv, qui accompagne les acteurs pour publier les données. Il faut leur fournir des outils, de l'assistance et des guides. Et qui publie du coup des informations qui, pour le coup, sont à jour de ce matin. Donc, non, ça devrait être assez frais. Mais pour faire un panorama rapide, hein, globalement, l'open data, c'est quelque chose de relativement mature, puisque à peu près toutes les régions sont couvertes, globalement, en tout cas sur le territoire métropolitain. Ça, c'est pour les AOM régionales, ce qui est peut-être plus simple. Et pour ce qui est des AOM locales, notamment métropolitaines, en fait, alors la carte de France peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de vide. Après, il faut voir aussi que le vide est souvent couvert par des AOM régionales désormais, dans le cadre de la loi LOM. Qu'en fait, pour tout ce qui est vraiment zone urbaine, pour les AOM importantes, elles publient des jeux de données, globalement à peu près conformes à leurs obligations. Alors, il y a un rapport de l'ART sur le sujet, hein, qui effectue des contrôles en la matière, puisqu'il s'agit d'obligations réglementaires. Mais globalement, c'est quelque chose qui est assez avancé. Et quelque part, ça concerne du coup une grande partie, hein, de la population et des AOM. 308 AOM, ça peut paraître peu par rapport à plus de 1000, en tout cas d'après le PAN, mais en fait, c'est les plus importantes en population. Et les autres peuvent être couverts directement dans des jeux de données régionaux. Euh, c'est des jeux de données. Alors, pourquoi j'ai mis une cartographie qui parle de GTFS et NetExt, donc les deux standards de publication, en tout cas des données transport classiques, c'est simplement pour illustrer l'importance des standards dans la publication. Qui dit publication, partage de données ouvertes, dit qu'on a besoin de standards et d'un langage commun. En l'occurrence, sur ce sujet-là, par exemple, il y en a deux quand on parle de données de transport public. Un plus international et un plus européen. Et ce que ça illustre aussi, c'est que parfois, différents standards ne s'adressent pas au même public, aux mêmes réutilisateurs. C'est pour ça que, par exemple, en Île-de-France et sur plusieurs régions, on a l'application dans deux standards et pas dans un seul, parce que finalement, publier dans un seul standard ferait des malheureux d'un côté ou de l'autre, soit du point de vue des obligations, on doit publier en e-texte, que c'est la norme européenne, soit du point de vue de certains réalisateurs qui savent manipuler le GTFS et savent moins manipuler ou ont moins envie de manipuler du e-texte. Donc, c'est pas évidemment pas notre sujet du jour, mais ça illustre simplement que si on veut faire du partage, il faut mettre à disposition des données, il faut les mettre à disposition d'une manière qui soit acceptable pour les autres parties aussi. Globalement, ça illustre autour de la qualité des données. Euh, Globalement, il y a beaucoup de qualité, enfin les données sont relativement fraîches. Quand vous avez du rouge, ça veut dire que vous avez des données qui, a priori, ne sont plus valables. C'est-à-dire, par exemple, c'est les arrêts de bus qui étaient valables jusqu'au 31 janvier 2024. Donc, vous ne savez pas si le bus va passer aujourd'hui parce que c'était un horaire qui était valable au mois dernier. Mais globalement, c'est à peu près à jour. Euh, c'est à peu près aussi en qualité. Enfin, c'est une question de point de vue, hein. Quand vous voulez regarder le verre, hein, vous pouvez le voir comme étant relativement plein, avec plutôt de la qualité satisfaisante. Vous pouvez aussi vous dire qu'il y a comme 12% des AO qui n'ont pas de jeu de données de qualité. Et encore, ça, c'est ce qui est détecté automatiquement. Si on rentre dans le détail, parfois, un jeu peut être conforme. Et puis, bien sûr, derrière, vous avez d'autres surprises. La qualité est un enjeu essentiel quand on fait du partage de données. Et on en a beaucoup d'expérience maintenant sur l'open data. Et je pense que les uns et les autres, on comprend bien ce que ça fait d'avoir un bon jeu de données, ce que ça fait d'avoir un mauvais jeu de données et tous les dégradés qu'il peut y avoir en la matière. Euh, Et puis en France, donc on a du temps réel. C'est à la fois maintenant une exigence réglementaire qui se déploie progressivement et qui se déploie en particulier sur les réseaux urbains de plus grande taille qui ont
à la fois une plus grande densité de réseau ou une offre plus importante, sur laquelle c'est plus important peut-être aussi d'avoir de l'offre en temps réel. Mais progressivement, ça devrait se déployer. On devrait un jour avoir une carte similaire aux cartes précédentes en termes de couverture. Et j'avais une carte, mais c'est une slide vide. Il ne faut pas oublier que hein, dans Open Data, on a aussi d'autres jeux de données. Là, on parle de données transport public. Mais en fait, il y en a bien d'autres. Les autres modes de transport sont couverts. Et puis, beaucoup d'autres données qui concernent la mobilité se retrouvent sur d'autres sources que le Plan d'accès national, notamment OpenStreetMap, qui est une grosse plateforme et une grosse infrastructure pour euh, permettre aux uns et aux autres de partager de la donnée de nature un peu géographique, de point d'intérêt, qui est extrêmement importante dans le domaine des transports et de la mobilité. Voilà pour un panorama très rapide de l'open data. Et si on résume ça, hein, c'est que l'open data, c'est quelque chose d'assez simple, avec des obligations qui sont européennes et nationales, que vous connaissez pour la plupart, ce qui m'a évité de les rappeler, avec des principes qui sont principalement la gratuité, mais ça ne s'arrête pas là. C'est une notion d'accessibilité, donc l'accessibilité dans différents sens, c'est notamment avoir des formats standards, lisibles, que les données soient à jour, de qualité. Et une notion de libre réutilisation qui certes est encadrée par une licence, mais c'est quand même un principe que le réutilisateur, dans le cadre de la licence, n'a pas forcément besoin d'expliquer ce qu'il va faire avec les données. Il y a une liberté autour de ça. Ça aide la donnée statique ou temps réel. Et ça couvre un spectre très très large. J'ai illustré avec plutôt des services de transport et de mobilité, mais en réalité, ça couvre beaucoup d'autres choses qu'on retrouve sur le plan d'accès national, qu'on retrouve sur OpenStreetMap. Et si vous voulez un petit focus sur OpenStreetMap et mobilité, j'ai mis un lien d'un article récent qu'on a publié sur le sujet qui donne quelques exemples concrets de la manière dont OpenStreetMap est utilisé dans le domaine de la mobilité et peut être utilisé, et d'initiatives qui ont du sens pour les acteurs de la mobilité. Et c'est d'ailleurs aussi un travail en cours qu'on a lancé en parallèle. Euh, bon, les avantages de Open Data, hein, c'est que ça simplifie la collaboration entre tous les acteurs. Euh, un autre gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout prévoir d'avance. C'est-à-dire que finalement, justement, de par la nature des licences, certaines réutilisations ne sont pas prévues par avance et on ne prévoit pas forcément qui va réutiliser les données. On peut bien sûr les connaître, on peut les encourager, il y a beaucoup de choses en la matière, mais c'est justement pas prévu d'avance. Euh, et c'est aussi une forme de diffusion à large échelle qui prend deux formes, hein, aussi bien des applications de masse, par exemple quand c'est repris dans une grande application, qu'elle soit nationale ou internationale, hein, quand des données sont reprises dans SNCF Connect ou dans Google Maps, bah, forcément ça touche le grand public. Mais ça peut être aussi des applications de traîne, enfin des effets de traîne, des effets de niche, de longue traîne, où on peut adresser des petits marchés. Je vois qu'il y a aussi une question qui est posée, la question sur la différence avec l'open source. Alors en fait, l'open source concerne en général les démarches qui concernent le code, du code informatique. Là, on parle de données en tant que telles. Donc on a les mêmes types de licences, c'est-à-dire le même type de contrat juridique, mais qui portent sur de la donnée. Et la particularité de l'open data, c'est que ça recouvre non seulement des licences effectivement sur la donnée, mais c'est aussi un mouvement au sens réglementaire du terme, avec des obligations que j'ai évoquées, notamment pour les acteurs publics, puisque l'open data concerne en premier lieu, et c'est d'ailleurs une des limitations, les acteurs publics qui ont des obligations de publication d'open data, de manière générale d'ailleurs, l'ensemble des acteurs publics, avec des restrictions bien sûr, sur lesquelles je reviendrai aussi. Euh, mais quand c'est possible, ça doit être publié en open data, c'est normalement maintenant un principe général. Et en plus, il y a des obligations spécifiques dans le domaine du transport qui ont en France été encadrées principalement dans la loi LOM ou plus récemment dans la loi climat et résilience. Donc, qui fixe des obligations particulières de publication de données. Euh, donc, ce qui voilà, leur donne un statut à part. Euh, Et en termes d'inconvénients ou de limitations, finalement, c'est que bah, d'abord, l'open data en tant que tel est limité aux acteurs publics, en tout cas en termes d'obligations, hein, c'est les acteurs publics et leurs fournisseurs divers et variés qui ont des obligations. Pour la mobilité, c'est aussi certes les opérateurs de services de mobilité, mais uniquement sur certains aspects de leur activité. Par exemple, si vous êtes opérateur d'autopartage, vous devez publier l'offre d'autopartage sur le point d'accès national, c'est vrai. Mais il y a plein d'autres informations d'intérêt que vous n'avez pas à publier. Alors, pour des raisons légitimes, parce qu'il y a des données à caractère personnel, il y a des données qui sont sensibles pour l'entreprise, il y a des données
qui peuvent être sensibles aussi d'un point de vue sécurité publique, d'un point de vue risque d'exploitation. C'est vrai aussi pour des acteurs publics comme privés. Notamment, il peut y avoir d'autres raisons qui limitent légitimement le champ de l'open data et qui font que l'open data n'est pas une réponse à tous les besoins qu'on peut avoir en termes de coopération autour de la donnée. Il y a tout simplement des données qu'il est absolument interdit de mettre en open data, le cas le plus simple étant les données à caractère personnel. Bien sûr que si qu'on va pas se mettre à publier certaines données sur ce point d'accès national, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des coopérations autour de ce type de données qui n'existent pas aujourd'hui, de fait. Et du coup, un certain nombre de défis à relever sur l'open data, hein. La qualité et l'exhaustivité, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est-à-dire que la donnée exhaustive, c'est hyper important parce que si c'est plein de trous, ça perd beaucoup de son intérêt souvent. La qualité, c'est quelque chose qui est un processus continu. On n'a peut-être jamais atteint la qualité. Quand on pense avoir obtenu, bah, du coup, on a d'autres choses à mettre en qualité et puis ça s'entretient. Donc ça, c'est un thème récurrent pour tout type de jeu de données en open data, plus globalement dans tout échange de données. Et c'est l'une des principales difficultés, c'est ce qui demande parfois le plus aussi de moyens et d'efforts. Mais il y a aussi quelques autres défis comme la lisibilité du qui fait quoi. Parce que, et notamment dans les mobilités, on a une relation à plusieurs niveaux. On a des métropoles ou de communes, d'agglomérations. On a des régions qui sont organisatrices des mobilités à l'échelle régionale. On a le point d'accès national. Et du coup, on a aussi des choses qui se répliquent. On a des données qui sont agrégées à l'échelle régionale. Parfois, elles sont publiées telles quelles sur le PAN, parfois pas forcément sous la même forme. Et en tout cas, voilà, il y a une multiplicité à la fois d'acteurs et de manières de faire qui peuvent créer des difficultés qui ont déjà été relevées par le passé comme étant des limitations. Il y a aussi des logiques ou des tentations de faire à ça, enfin, quelque part de vouloir trop adapter les choses, alors qu'une des beautés de l'open data, de mon point de vue en tout cas, c'est que ça simplifie et ça standardise, y compris le cadre, par exemple, le cas de diffusion juridique. Les licences, quelque part, elles sont standardisées. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs parfums qu'on peut combiner, mais quand on se crée une licence, on va dire, moi j'ai appelé exotique, hein, c'est que bah, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui n'est plus compréhensible de manière automatisée par quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'on a encore de la gratuité dedans, mais voilà, si on se met à mettre des mais, justement, ça change plein de choses et ça crée quand même beaucoup de difficultés pratiques. Et puis, avant de répondre à la question je vais répondre à la question sur les gammes tarifaires, mais peut-être l'un des problèmes récurrents aussi, quand on a sur quelque chose de gratuit et de commun, c'est la notion de passager clandestin. Le passager clandestin, c'est finalement celui qui va bénéficier de l'open data sans participer à l'effort. Euh, de mon point de vue, et dans l'exemple que je prends, c'est l'exemple de la taxation, c'est que je veux dire, un opérateur euh, on va dire français ou un acteur numérique français qui paye ses impôts en France, qui bénéficie de l'open data. Le principe de l'open data, c'est de dire, bah, en fait, bon, bah, les données sont générées dans le cadre de services publics sur lesquels on paye tous collectivement, notamment via l'impôt. Donc, ces données ont vocation à être repartagées pour bénéficier à tous dans une logique de service public. Mais évidemment, bon, il y a des acteurs qui ne payent pas forcément de justes impôts en France. Euh, En tout cas, on peut avoir cette perception-là, mais qui bénéficient de l'open data. Et du coup, eux, ils créent de la valeur avec, mais quelque part, ils n'ont pas cofinancé ça à travers l'impôt, ce qui est la manière la plus générale de cofinancer. Et du coup, ça crée des tensions, puisque un acteur public, ou même le citoyen lambda, ou un acteur économique, par exemple français ou européen, peut se dire qu'il y a distorsion de concurrence, ou que c'est pas juste, et que du coup, il faudrait euh, ne pas faire de l'open data parce qu'il y a ces passagers clandestins. Donc, c'est des tensions qui sont existantes aujourd'hui. Pour revenir sur la question des gammes tarifaires, les gammes tarifaires ont vocation à être publiées, il me semble, en open data. En tout cas, elles ne sont pas des données sensibles, ça c'est certain. Enfin, je ne sais pas ce qui est sensible dans les gammes tarifaires, ça on a du mal à les comprendre, mais en tant que tel, ce ne sont pas des données sensibles. Donc le sujet, c'est plutôt d'arriver à les publier. Et il me semble que c'est un travail en cours au niveau de la DGTM pour l'année 2024-2025 de permettre leur publication et que ce soit mieux partagé. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont plutôt faits au niveau régional en la matière et qui ne sont pas forcément intégralement publiés. Alors, euh, le format d'index, hein,
la norme des textes donc, prévoit un volet hein, qui permet de publier justement les gammes tarifaires. Donc c'est bien parce que c'est prévu aussi. Et le cadre européen, du coup, de toute façon, l'impose dans sa nouvelle mouture qui entrera en application progressivement. Donc de toute façon, donc la partie de gamme tarifaire fait partie des informations à publier. Je sais pas d'ailleurs si quelqu'un veut réfléchir sur ce sujet-là ou un autre autour de l'open data, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a personne à la DGTM parce ils sont tous pris à Bruxelles, si je me trompe bien, dans l'équipe de Patrick Mais donc, on n'aura peut-être pas de réaction DGTM en live. Mais Il y a une si quelqu'un question d'autre dans a le de chat. l'expérience là-dessus, Euh, il y a quelqu'un qui sur a les- posé une question dans le chat, Gislain, sur les gammes oui, tarifaires. T'as répondu. oui, je viens d'en parler justement. C'est un game tarifaire. Est-ce que Camille, ça répond à votre question sur les gammes tarifaires ou est-ce que d'ailleurs vous voulez préciser la question, l'enrichir Alors, merci pour la votre réponse. C'était expérience? exactement ce que je cherchais à savoir. Donc, non, en effet, les gammes tarifaires, OK, ça va être partagé. Mais après, on est d'accord que de toute façon, tout ce qui concerne potentiellement les validations d'un opérateur de transport public, là, on est vraiment sur du secret d'affaires, quelque chose de confidentiel qui n'a pas vocation à être partagé. Enfin, je veux dire, après, là, on est sur la donnée d'usage, on n'est pas sur la Et- donnée et- et- d'exploitation. Exactement. Alors, du coup, alors, la donnée d'usage, on entre en tout cas dans un cadre qui n'est plus open data. Ça, c'est certain. Je pense on s'entend tous là-dessus. Et ça, donc ça rentre dans ce qui est ici, c'est de se dire, ça ne peut pas être de l'open data parce que secret des affaires, parce que sensibilité entre l'exploitation ou aussi caractère personnel. Enfin, parce que si on copie tous les trajets de tout le monde, même s'ils sont anonymisés, on peut les reconstituer et savoir que. Enfin, bref. Donc, ça ne peut pas être de l'open data. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a quand même des obligations? Et ça, on va y venir dans la deuxième partie. Les questions, la question des données d'usage, je pense que c'est un très bon exemple de question autour de la coopération volontaire ou imposée d'ailleurs, autour des données qui ne sont justement pas de l'open data et qui du coup en fait sont le thème vraiment qu'on va aborder plus en détail aujourd'hui. Donc je le garde comme exemple pour la suite. Sur les cas concrets justement donc de coopération autour de la donnée. Alors c'est qu'une sélection. En fait, au départ je m'étais dit que j'aurais que trois quatre exemples, puis en fait c'est vraiment pléthorique. Du coup, je vais en aborder que quelques-uns, mais il y a vraiment plein de situations où il y a un besoin avéré, qualifié, même déjà mis en œuvre aujourd'hui, d'échange ou de coopération entre les acteurs autour de la donnée et qui ne vont pas échanger de la donnée libre et ouverte, hein, mais qui vont quand même faire des échanges de données encadrés. D'abord, il y a tout ce qui concerne la personnalisation de l'expérience client. C'est pas un thème très nouveau et en dehors de la mobilité et des transports, c'est extrêmement fréquent. Dans quasiment tous les domaines des services numériques, il y a de la personnalisation qui est basée sur l'échange de données entre une multitude d'acteurs, parfois une multitude extrêmement importante. J'aborderai deux exemples, le sujet des services de type multimodaux, hein, de type masse, et les sujets d'accessibilité, et notamment d'accessibilité universelle. Euh, on a aussi un autre aspect d'échange de données qui motive les échanges de données, c'est les questions de transition écologique, de planification écologique. D'ailleurs, aussi bien au niveau européen que national, c'est quelque chose qui est une législation mise en avant mais aussi, et plus généralement de gestion et de management des mobilités. Donc avec des exemples autour des traces et des usages de mobilité, ça c'est les observatoires, et là on va retomber sur la question des usages. Et puis la question parfois tout simplement de la gestion d'une infrastructure de transport, d'un espace public. Donc là on retrouve la question des usages, mais aussi le pilotage et les questions de gestion de la sécurité, de gestion de crise, et tous ces sujets-là donnent lieu à des besoins vraiment avérés d'échange de données qui soit ont déjà lieu, au moins dans des formes limitées, soit sont en train de se mettre en place de manière de plus en plus fréquente. Euh, donc je vais illustrer certains de ces cas-là. Le but, c'est simplement de montrer la diversité des cas. Certains de ces cas, on aura l'occasion de revenir dessus dans des groupes de travail dédiés avec ceux qui le souhaitent. Donc là, de vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a comme implication, comment on voudrait le décrire davantage, qu'est-ce qui se fait déjà, qu'est-ce qui a vocation à se faire peut-être plus tard. Euh, Beaucoup d'entre vous, je pense, être familiers des sujets de mobilité multimodale, de masse, de mobilité de service. Ça fournit un bon exemple d'échange de données, puisque quand vous mettez en place des services multimodaux, vous êtes amené
à avoir, alors bien sûr, à vous baser sur de l'open data, je ne vais pas y revenir, mais bien sûr, vous avez besoin de connaître l'offre de transport de tous les acteurs que vous voulez impliquer, donc de tous les opérateurs de services, donc ça, OK, open data. Mais dès que vous voulez faire des notions de réservation, de gestion d'un processus client de bout en bout, vous allez forcément échanger des données qui sont plutôt des données à caractère personnel, qui sont liées à la transaction, qui sont liées au client, et qui, bien sûr, vous ne publiez absolument pas en open data, mais vous les échangez entre plusieurs acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, entre eux. Donc, un exemple, c'est ce que fait Nouvelle-Aquitaine Mobilité, donc, la région de Nouvelle-Aquitaine, avec l'ensemble des AOM de Nouvelle-Aquitaine, donc ZAO urbaine et ZAO régionale, et qui fait non seulement de l'information voyageur, mais qui est aussi sur une notion de billettique. Donc, qui ne se contente pas d'ailleurs de partager l'information sur la gamme tarifaire, mais aussi, bien sûr, sur la gestion des titres eux-mêmes. Et les titres, notamment les abonnements, sont attachés aussi à des identités, à des personnes, ce qui d'ailleurs conduit Nouvelle-Aquitaine Mobilité à avoir une notion de compte unique, c'est-à-dire de gestion unifiée de l'identité, alors qu'en fait, on a derrière différents opérateurs de services et différentes entités, donc de données qui sont partagées entre un nombre, une trentaine d'AOM à terme. À terme, on en a même 30, même plutôt 38 réseaux, hein, potentiellement. Donc, c'est un nombre important d'opérateurs de transport publics, enfin privés, d'AOM qui sont des acteurs publics, qui, ensemble, partagent de la donnée sur, non seulement sur l'offre, sur la gamme tarifaire, mais aussi des données de type billettique, ce qui inclut aussi potentiellement des données sur les usages entre eux, en tout ou partie, avec des règles. Effectivement, tout le monde n'accède pas aux données d'usage de tout le monde, notamment pour opérateurs de transport, donc il y a des règles de gestion, de qui a le droit d'accéder à quoi, avec quel niveau de granularité. Il y a des choses qui peuvent être disponibles pour tout le monde au sens de 38 réseaux, mais il y a aussi des choses qui sont réservées à moi, je vois mon réseau, mais je ne vois pas le réseau du voisin, donc il y a une vraie gestion de ça, et c'est un projet en cours de déploiement. Je ne sais pas si on a Nouvelle-Aquitaine Mobilité aujourd'hui, mais peut-être que voilà, on pourra y revenir aussi après. Je vois qu'il y a des gens aussi de Bordeaux Métropole qui typiquement fait partie de cette dynamique régionale. Euh, à une autre échelle, si on prend le titre unique de mon point de vue, c'est une forme de projet masse à l'échelle nationale. Non pas que ce soit forcément une application de masse nationale, même sur une application à des fins expérimentales, mais ça peut contribuer à des projets de masse, aussi bien des acteurs publics que privés, puisque ça va permettre finalement d'accéder plus facilement à la distribution de titres de transport. Donc avec une couverture qui est essentiellement transport public, mais qui peut s'étendre à d'autres modes de transport. Alors je ne vais pas vous refaire la présentation du titre unique, mais euh, ce qui importe dans ce sujet-là, c'est qu'on va avoir à la fois de l'open data qui va être étendu, notamment sur les questions justement de gamme tarifaire, encore une fois, mais aussi on va avoir du partage d'informations qui va être nécessaire entre, on va dire, le dispositif titre unique, les AOM participantes, régionales ou locales, les opérateurs de transport concernés, et il va y avoir des informations diverses et variées sur les individus, éventuellement de comptes, de profils, ne serait-ce que pour appliquer une gamme tarifaire pertinente. Des informations sur justement des paiements, des transactions, des trajets, des usages, notamment parce que, comme dans tout projet masse, c'est-à-dire des obligations légales, celui qui distribue une offre multimodale, qui distribue différents modes de transport, doit aussi retourner de l'information à l'opérateur de transport concerné sur les usages qui ont lieu. Donc, ouais, il y a de l'information là qui transite, notamment sur les usages. Donc, en résumé, sur ce cas d'usage masse, hein, bon, vous savez pourquoi on fait des masses, enfin, en tout cas en quoi ça consiste. Il y a des logiques de personnaliser, de fluidifier l'expérience. C'est- Dans les différentes manières de faire, aujourd'hui, c'est beaucoup de gré à gré, hein, de bilatéral. C'est-à-dire les uns et les autres créent des connexions entre eux, entre services directs. Dans les exemples que j'ai donnés, c'est plutôt des silos de confiance, c'est-à-dire à l'échelle, par exemple, régionale, un syndicat mixte, comme Nouvelle-Aquitaine Mobilité, et ça se fait dans d'autres régions, organise une sorte de silo de confiance avec des relations contractuelles fortes entre les acteurs concernés. Ça peut être le cas aussi pour un système de fidélité, en fait, hein, ça peut être entre opérateurs privés quand on a ce genre de fonctionnement. Et puis, la troisième manière de faire, qui est beaucoup moins fréquente aujourd'hui, c'est carrément à l'échelle d'un écosystème avec des contrôles automatisés. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment mis en œuvre. Et aujourd'hui, la loi L'Homme, il y a 5 ans,
a introduit des obligations qui ne sont pas encore entièrement déployées sur le terrain. C'est quand même important de travailler sur ces sujets de multimodaux parce que pour les trajets inférieurs à 500 km, il y a un seul mode de transport qui est versatile, sans couture et fiable, et c'est celui dont on voudrait réduire l'usage. Euh, la plupart d'entre nous voudraient en réduire l'usage. Ce qui veut dire aussi que tout ce qui peut contribuer à rendre les autres modes de transport, et notamment le fait d'être multimodal, c'est justement de ne pas être sans couture, puisque qui dit multimodalité ou intermodalité en tout cas, c'est-à-dire qu'on a différents modes de transport qui s'enchaînent. Donc, en général, les gens n'aiment pas ça. Et donc, l'information, la donnée, pour gérer ça, elle est importante. Et ça veut dire aussi une diversité d'acteurs, d'opérateurs concernés. C'est pour ça que les échanges de données sont très importants. Euh, Niveau de maturité, c'est qu'on a beaucoup de projets, mais ils prennent du temps, ils tâtonnent. Il y a quand même eu de l'expérience qui a été acquise ces dernières années, parce qu'il y a des projets depuis plus de 5 ans quand même. Mais on n'en est pas encore, de mon point de vue, à un vrai passage à l'échelle. Et du coup, les défis à relever, c'est à la fois créer la confiance entre les acteurs, pour que les uns et les autres se sentent, considèrent que c'est équitable, la nature des échanges, comprennent pourquoi ils le font dans des conditions qui sont acceptables et convenables, que ce soit en termes de partage de valeur, de protection des données, de protection des intérêts propres à chacun, notamment pour les acteurs économiques. Il y a besoin d'industrialiser ça, et puis que la loi L'Homme normalement, en matière de masse, a prévu tout un cadre pour que ça s'ouvre, et ben qu'elle soit vraiment mise en œuvre. Ce qui est un travail conjoint aujourd'hui de l'Autorité de régulation des transports, l'ART, et la DGTM notamment, pour ce qui est au niveau de l'État, et qui est une vraie préoccupation collective d'avancer en la matière. Et avancer en la matière, c'est justement aussi mettre en œuvre un certain nombre d'échanges de données très, très opérationnels. Voilà sur le sujet masse que beaucoup d'entre vous connaissez. Je ne sais pas s'il y a peut-être des réactions, des questions sur ce sujet-là, si je peux en aborder d'autres qui sont de nature un petit peu différente. Alors, je vais parler d'accessibilité universelle. Euh, je ne l'illustre pas avec des cas d'usage détaillés, mais je vais peut-être poser simplement un petit peu le sujet. L'accessibilité, alors tout le monde est concerné, c'est un jeu de mots. Euh, mais on va voir déjà il y a plusieurs dimensions en fait dans la notion d'accessibilité, et qu'on retrouve en tout cas dans un parcours de voyage. Euh, la première chose qui est souvent prise en compte, c'est qui est la personne, qui je suis. Bien sûr, mon identité, mes données personnelles, parfois ça peut être de nature médicale, si j'ai un handicap. C'est pas forcément que de nature médicale en réalité, mais en tout cas, c'est des choses qui me concernent personnellement, et ça peut être aussi mes habitudes, voilà, des choses qui sont un peu permanentes chez moi et qui me définissent. Euh, mais en fait, l'accessibilité, si on veut offrir des parcours accessibles, des modes de transport accessibles, et peut-être pas que le mode de transport, mais aussi quelque chose de plus général, parce que mais habituellement, on se déplace pour faire quelque chose ou dans un contexte particulier, il faut tenir compte justement du contexte de voyage. Avec qui je voyage, pourquoi je voyage, à quel moment je voyage en fait. Euh, pour beaucoup d'entre nous, on peut très bien avoir des besoins qui relèvent de l'accessibilité quand on voyage avec des jeunes enfants, quand on voyage peut-être avec une personne âgée de notre entourage, justement, alors qu'on n'en a peut-être pas tout ça. Euh, donc, avec qui on voyage, dans quelles conditions et quand, c'est hyper important et ça définit mes besoins en termes d'accessibilité. Quelqu'un qui rentre du ski, qui s'est cassé une jambe au ski, il a des besoins en termes d'accessibilité qui sont temporaires, donc qui sont limités dans le temps, a priori, j'espère, et donc qui sont de nature différente que d'une autre personne qui peut avoir un handicap permanent. Et puis il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire en fait, enfin, dans quel contexte je me déplace, en fonction des opérateurs, par exemple, de mobilité concernés, d'événements qui pourraient se produire, ça va aussi changer la nature des choses. Euh, et ça, du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup moins souvent pris en compte. Mais si on prend la notion de l'exemple des Jeux Olympiques. Dans le contexte des Jeux Olympiques, il y a un travail qui est fait, une réflexion actuellement qui est menée entre beaucoup d'acteurs de la mobilité, des aéroports, des opérateurs ferroviaires, aux opérateurs de mobilité urbaine un peu moins concrètement pour l'instant,
mais pour se dire comment on peut prendre en charge concrètement les personnes et tous les visiteurs du point de vue de l'accessibilité dans ce contexte-là, qui est un contexte évidemment très particulier. Euh, Pourquoi c'est important? C'est parce que je trouve que l'accessibilité, c'est symbolique dans plusieurs sens du terme. C'est symbolique dans le sens où c'est pas une faible partie, enfin, c'est plutôt une faible partie hein, du flux. Enfin, c'est pas forcément important, toujours important quantitativement, du moins si on se place strictement du point de vue de personnes à mobilité réduite ou de gens qui ont des personnes qui ont des handicaps. Même si c'est quand même plusieurs pourcents de la population, ça peut être jusqu'à 10%, quoi. Euh, mais ça peut paraître symbolique. En revanche, ça ne l'est pas totalement parce qu'en fait, en réalité, il y a tout un continuum et en fait, on peut presque tous, les uns ou les autres, au moins de manière ponctuelle, être concernés par l'accessibilité. Ensuite, c'est aussi justement ça, symbolique dans le sens où ça représente l'attention qu'on porte aux voyageurs et aux personnes d'un point de vue collectif. Euh, Entre autres parce que bon, c'est pas accessible pour des personnes qui ont des besoins spéciaux, c'est pas forcément hyper accessible pour des gens qui n'ont pas de besoins particuliers. Ça, vous avez certainement remarqué. C'est comme pour un site internet, bizarrement, quand il n'est pas accessible pour les personnes qui ont des handicaps, en fait, il est souvent mal foutu et pas si accessible que ça non plus pour les personnes dites valides. Donc, il pose plein de problèmes. Et ensuite, le dernier aspect l'aspect symbolique, c'est que c'est quand même très visible. Et justement, c'est un marqueur d'une société, ça participe souvent de l'image de marque. D'où le sujet, par exemple, pour les Jeux Olympiques. C'est qu'on pourrait dire, bah, les Jeux Olympiques, c'est pas grave, c'est un mois. Enfin bon, si ça se passe mal, ça se passe mal pendant un mois. Bon, et il y a tout le reste de l'année. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être très visible. Donc, il est important d'arriver à apporter des solutions euh, pour une entreprise, pour un opérateur, pour une collectivité parce que même si c'est qu'une petite partie des flux gérés, des personnes prises en charge, en fait, ça rejaillit sur l'image de marque et ça dit quelque chose de l'approche collective qu'on a. Je vois qu'en parler, on a des débats sur, sur l'article 109 de la loi climat et résilience et un certain nombre de débats sur les obligations de publication de données pour les véhicules notamment. Je propose qu'on y revienne dans les questions-réponses tout à l'heure, parce que c'est un autre exemple de serpent de mer sur le partage de données qui peut-être un jour vous dira à quelque chose. En tout cas, sur l'accessibilité, donc le niveau de maturité, il n'est pas forcément euh, très élevé. C'est une question de perspective en tout cas. Il y a des obligations quand même qui s'appliquent progressivement, ce qui veut dire qu'on a une optique de conformité hein, qui se met en place. Où d'acteurs font des efforts de, par exemple, cartographier comme il faut et documenter notamment grâce au format NetEx l'environnement des gares et en termes d'accessibilité. Ça, c'est important et c'est demandé par la loi. Donc, ça se met en place progressivement. Ce qui manque aujourd'hui, peut-être, c'est que ces approches sont mono-acteurs. Chaque acteur essaye de se mettre aussi bien que possible en conformité avec ses obligations sur son périmètre. Euh, mais l'accessibilité, et notamment pour un déplacement, ça se fait sur une chaîne de mobilité, et même au-delà de la mobilité, ça se fait avec d'autres acteurs qui sont concernés. Où est-ce que je vais avec, à destination? D'autres opérateurs dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans les lieux culturels, dans les services publics, dans les lieux les lieux de commerce, par exemple, qui sont concernés. Et donc, du coup, si on ne crée pas de la continuité, bah, quelque part, peut-être que pris individuellement, chaque opérateur a fait une partie, mais à l'arrivée, l'expérience, elle n'est pas forcément accessible. Et du coup, dans les défis, il y a cette notion d'expérience complète de bout en bout qui soit accessible, et pas juste des morceaux ou des tronçons ou des périmètres spécifiques. Et ça peut être justement un bon moyen de travailler sur des échanges de données parce que personne ne s'occupe de tout. Donc, ça veut dire que les différents acteurs qui gèrent les différentes parties d'un déplacement, par exemple, bah, peut-être peuvent coopérer sur les bons échanges de données. Ça nécessite du coup de la standardisation, l'interopérabilité, de la coopération qui n'est pas que technique, hein, qui est aussi sur le plan métier avant tout. Euh, on prend un exemple concret, quelqu'un qui arrive à Gare de Lyon, qui était peut-être accompagné par le service de la SNCF, pris en charge en gare avec son fauteuil roulant. Il arrive à la station de métro à la Gare de Lyon. Comment cette prise en charge se fait, dans quelles conditions? Et là, c'est plus la SNCF qui est responsable, c'est d'autres acteurs, ça peut être la RATP par exemple. Comment tout ça se fait en termes d'expérience pour la personne concernée? C'est un vrai sujet. Euh,
Et du coup, dans les défis, il y a le besoin aussi de ne pas cloisonner uniquement par type de handicap ou besoin spécifique pour au moins deux raisons. La première, c'est que il y a vraiment une diversité de besoins et qui concerne aussi des personnes qui n'ont pas de handicap mais qui ont des besoins d'accessibilité. On a tous vécu ça quasiment. Mais c'est aussi que si on a une approche universelle de l'accessibilité, ça permet de faire en sorte que ce ne soit pas juste un cas particulier qu'on traite, y compris du point de vue des échanges de données, mais qu'en fait, l'activité soit, on la construise pour tout le monde, en fait. Et ça rend le sujet plus visible et ça peut permettre aussi de mobiliser plus de moyens. Euh, alors, on va revenir sur les usages, rassurez-vous. Voilà, connaissance des mobilités, parce que je trouve que c'est un gros sujet dans le chat. La question de la connaissance des mobilités, c'est pointé notamment par Nicolas. C'est un sujet, Nicolas Pellissier, c'est un sujet important pour les AOM qui essayent et qui aimeraient mieux connaître les mobilités sur leur territoire. C'est logique puisque c'est dans leur rôle de, euh, de développer des politiques publiques. Et donc pour ça, de connaître les flux, de connaître les choix modaux, mais aussi les raisons pour lesquelles on choisit différents modes de transport, comprendre aussi le contexte de ces usages, et puis d'avoir une compréhension dynamique avec l'évolution temporelle. Voilà, comment c'était il y a une semaine, il y a un mois, un an, comment c'est maintenant, comment ça pourrait être dans le futur. Euh, il faut noter aussi que ça ne concerne pas que les acteurs publics, quelque part, ce besoin, parce que les opérateurs privés de transport peuvent avoir des besoins en la matière, soit parce qu'ils travaillent directement pour l'acteur public, et c'est dans leur rôle, par exemple un opérateur de transport public, mais ça va être aussi les employeurs aussi, à leur échelle, ont aussi besoin de comprendre comment leurs employés se déplacent, ils en ont même en partie l'obligation de mieux comprendre pour mieux accompagner leurs employés. Donc, cette connaissance des mobilités, c'est un besoin assez largement partagé, plus fortement, extrêmement important pour les AOM, et avec des difficultés de mise en œuvre assez importantes. Donc, c'est important hein, pour mieux planifier et pour mieux évaluer aussi les politiques publiques de mobilité. Alors, en tout cas, ce serait souhaitable. C'est souvent pointé par la Cour des comptes, soit dit en passant. Pas que sur ce sujet-là, mais sur ce sujet comme dans d'autres, la Cour des comptes est toujours preneuse d'avoir plus de données pour mieux évaluer les politiques publiques. Et puis, c'est aussi important pour améliorer les services, pour améliorer l'infrastructure, les infrastructures de mobilité, les infrastructures physiques, les rendre plus efficients, plus pertinents. Donc, c'est l'amélioration continue. Et c'est bien sûr que si on connaît mieux ce qui se passe, si on comprend mieux, bah, forcément, on va pouvoir avancer dans le bon sens et tâtonner un petit peu moins. Euh, et bah, le niveau de maturité, comme ça a été pointé, c'est que à la fois il y a une longue expérience, c'est pas nouveau comme sujet, bien sûr, ça fait longtemps qu'on essaie de comprendre les mobilités. Euh, et d'un autre côté, donc on fait des enquêtes ménage-déplacement, il y a des enquêtes INSEE, il y a des plans de mobilité à l'échelle urbaine, à l'échelle des entreprises, enfin, c'est varié. C'est plutôt du statique. Il y a un petit peu d'expérience plus dynamique, il y a des observatoires locaux qui sont mis en œuvre par certaines collectivités, certaines AOM. Euh, Ce qui fonctionne déjà, c'est des choses partielles, hein. En matière routière, il y a pas mal de choses qui existent depuis longtemps. Il y a, il y a de la supervision, il y a de la connaissance des flux routiers, il y a des comptages vélos aussi, il y a des choses qui se font en la matière, mais il n'y a pas une vision effectivement globale des choses aujourd'hui. Et ce qui fait que euh, par l'absence de coopération, aujourd'hui, on en est plutôt dans une logique effectivement réglementaire qui est évoquée dans le chat, c'est-à-dire d'imposer par la loi le fait des obligations aux différents acteurs concernés, qui sont plutôt des acteurs privés, et qui ne sont pas liés directement effectivement à l'acteur public. Par exemple, ceux qui ont des applications mobiles de type GPS, ces acteurs-là, ils génèrent de la donnée et ils pourraient mieux davantage la partager. Il y a aussi les opérateurs de transport eux-mêmes qui ont de la connaissance sur les déplacements des personnes qui transportent. Ce qu'on peut peut-être remarquer là-dessus, c'est que les AOM sont très intéressés par ça, mais jusqu'ici, les acteurs publics eux-mêmes, avec leurs propres données, ont eu du mal à soit l'obtenir de leurs propres délégataires de transport public, soit à l'exploiter par elles-mêmes. Un exemple classique, c'est la fréquentation des bus et des métros. C'est a priori une donnée qui, beaucoup au départ, ne dépend pas de Google ou quoi,
même si Google l'a reconstitué, qui dépend vraiment de l'AOM et de son opérateur de transport. Il a fallu attendre le Covid pour qu'il y ait des tentatives en la matière d'exploiter la donnée pour pouvoir juste dire aux gens si le bus va être bondé ou pas, ou si la ligne 13 à 9 heures du matin, elle est pleine ou pas. Vous me direz que vous savez que la ligne 13, elle est archi saturée, parce que vous avez une expérience, mais peut-être que le touriste lambda qui débarque à Paris n'est pas au courant qu'il ne faut pas prendre essayer de prendre la ligne 13 à 9 heures, ça ne pourra même pas arriver jusqu'au quai. Euh, et ça, c'est de la donnée qui au départ était publique. Bon, il se trouve que Google l'a reconstituée, mais à sa façon. Euh, En tout cas, le cadre légal, à la fois national, effectivement, mais maintenant aussi européen de plus en plus, cherche à mettre des obligations sur les acteurs privés pour qu'ils partagent, et notamment ils partagent à l'acteur public, davantage d'informations sur les usages. Et c'est quelque chose, vous vous en êtes rendu compte, qui est à la fois long, qui se heurte à beaucoup de réticences, euh, et qui n'est pas non plus forcément standardisé, voilà, et qui risque d'être assez partiel. Et là, il y a un besoin de trouver un moyen où on sent bien qu'effectivement, il faut le bâton, enfin, il faut l'obligation pour qu'il y ait des choses qui se passent, mais que ça suffit pas et qu'il faut arriver aussi à trouver un cadre euh, pour mettre ça en œuvre de manière effective et que on n'y est quand même pas encore tout à fait. Là, on n'y est pas tout à fait non plus, c'est peut-être d'établir clairement, et là, je suis preneur de vos réactions, de vos avis sur concrètement ce qu'on aimerait vraiment faire avec ces données et qu'on soit l'acteur public ou qu'on soit un autre type d'acteur et comment on chercherait vraiment à les exploiter. Euh, et peut-être dans ceux qui ont lancé le sujet, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, si vous voulez peut-être réagir sur vos attentes hein, par rapport à ce type de données, hein, pourquoi c'est si important pour vous effectivement d'accéder aux données des véhicules, aux données d'usage, ce qu'on attend de la collectivité, ce que vous pourriez faire avec si vous aviez davantage accès, je pense que ce serait pas mal de l'illustrer si quelqu'un veut se lancer. Pourquoi c'est important pour vous l'article 109 de la loi climat et résilience qui peine à être mis en œuvre? Moi, je veux bien dire deux mots, hein, si, puisque... Avec plaisir. non, Autant mais avec. je me sens... Je ne voulais pas désigner, mais Non, merci. non, non, mais j'ai engagé un petit échange dans le chat parce qu'en fait, quand vous évoquez, Ghislain, la loi d'orientation mobilité, euh, donc il y a beaucoup d'exemples, effectivement, transports en commun, mais il faut pas oublier qu'il y a un autre point d'accès national qui porte aussi sur toute la dimension, on va dire, trafic, en fait. Et c'est intéressant, en fait, de croiser les deux dans la connaissance des déplacements. C'est pour ça simplement que j'avais initié ce petit échange, mais je voulais pas lancer de discussion, de débat particulièrement, hein. Non. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que si on considère par exemple, le milieu urbain, la cohabitation des différents modes Mm. peut nécessiter effectivement ce genre d'échange d'informations. Alors, c'est pas facile à orchestrer, hein, ne Tout à fait. serait-ce que dans le texte de loi, dans les décrets Mm. d'application, visiblement. Mais ça serait très, très intéressant de pouvoir croiser ce type de données. Sécurité routière, connaissance des déplacements, report modal, etc., etc., quoi. Une autre réaction sur ce sujet-là, et le sujet de connaissance de mobilité, il y aura sûrement d'autres sujets que j'ai pointés après en plus, donc y passer du temps, il n'y a pas de souci. Moi, oui. Oui, Ah, alors, il y a un c'est petit jamais peu facile d'écho. Allô? d'organiser la prise. Bah, Bertrand, je te laisse, vas-y. La Ouais, prise de parole en visio, c'est pas facile. ouais, désolé, je vois pas non plus bah, moi, c'était plus par rapport à dans le passé, quand j'étais chez Hove et qu'on Mhm. travaillait sur des applications multimodales, en fait, on avait fait tout le travail en termes d'algorithmie pour pouvoir faire ben, vraiment une combinaison des différents modes en intégrant bien le routier.
Mais ce qui manquait, c'est le temps réel, c'est de savoir bah, si vous êtes par exemple en région parisienne, vous avez différentes options pour vous rabattre sur une gare et prendre un RER, lequel il faut mieux prendre en fonction du trafic, quoi. Et ça, en fait, c'est compliqué. Enfin, on peut pas avoir cette donnée. On peut se brancher à des API comme IR par exemple, qui fonctionne très bien. Et ce qu'on avait fait, hein, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le modèle économique derrière. Ça coûte tellement cher, je veux dire, aux acteurs du transport public qui n'ont pas les mêmes moyens que les acteurs du routier ou d'autres secteurs d'activité qui peuvent payer très cher ces services, qui sont prêts à le faire. Et donc, résultat, bah, on était finalement bloqué par ce manque de données temps réel sur l'état du réseau routier, quoi. Et c'est dommage parce que c'est un vrai levier pour inciter les gens. Pour moi, un des points clés du MAS, c'est vraiment moins prendre sa voiture, mais la prendre quand même et faciliter la vie des gens pour qu'ils sortent leurs fesses de leur voiture, et ce qui est très compliqué, en leur donnant des alternatives, mais vraiment sur du temps réel et pas juste sur du théorique, de l'hypothèse, quoi. Voilà. Ok, merci Bertrand. Du coup, je crois que quelqu'un d'autre voulait parler Ouais, ou ça va? Laurent Briand, eh ben, bonjour Ah, Justin. bonjour. Mais non, c'est par rapport au débat précédent et ce qui se dit sur le chat, c'est vrai que faut être conscient que, enfin, si je peux, bon, mon point de vue, c'est que ceux qui connaissent le mieux la mobilité, c'est Google. Euh, et aujourd'hui, je sais pas si, enfin, vous connaissez le produit Google Environmental Insight qui donne des parts modales, marche, vélo, voiture, transport en commun. En fait, ils arrivent à détecter avec les capteurs, accéléromètre, gyroscope du smartphone, à détecter les modes. Ils ont demandé l'autorisation de tous ceux qui utilisent un Android, Google, Gmail ou autre, de capter leurs données. Donc, Google connaît bien, nous connaît bien, enfin tous ceux que. Ensuite, la difficulté, c'est que dans l'ADN des Américains, j'ai travaillé un petit peu pour les États-Unis, mais des Américains et l'ADN des Européens est très différent. Pour les Américains, c'est le privé qui protège les citoyens du public. C'est-à-dire que Google est là pour protéger les gens du gouvernement américain, quoi, hein. Dans l'esprit, bah oui, non, mais je caricature un peu, Oui, mais c'est juste pour, ça, c'est une oui. caricature ce que je dis. Et puis après, Non, mais dans l'esprit des Européens, c'est plutôt l'État qui protège les citoyens des entreprises privées. Dans l'esprit des Américains, c'est le contraire. Donc, forcez Google. Alors là, je le dis cash, hein, je sais pas s'il y a des gens de Google ici présents, ils pourront réagir à mes propos, peut-être un peu polémique, mais avant de forcer Google à partager ses données, la route est longue et je suis d'avis d'y mettre toutes nos forces, hein, enfin, parce que les données qu'ils ont, elles sont très très utiles à la connaissance de la mobilité. Voilà, maintenant, est-ce que c'est Google qui a raison? Enfin, quand tu vois des Poutines, enfin bon, là, je vais pas c'est lancer ça. des Ouais. politiques. Mais, je pense sur ce sujet-là, ce que tu illustres, enfin, ce qui est vrai de Google est quand même vrai de beaucoup d'acteurs. Alors, sauf que Google bon, est plus gros, quoi, donc est plus d'enjeux. Enfin, bref, ils sont peut-être encore plus réticents que tout le monde. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont très partants pour partager leurs données, quand même. Y compris parfois par les acteurs publics, honnêtement. Et en tout cas, mais pour des bonnes raisons, hein, mais c'est que l'une des, peut-être ce qui fait qu'il y a une réticence forte des acteurs à partager, c'est qu'il y a une notion de perte de contrôle. Et ça, on le retrouve chez tous les acteurs. Alors, c'est vraiment vrai quand tu es Google, ou enfin, en général. Ça peut être vrai pour le secteur public, ça peut être vrai pour un opérateur de transport qui se dit soit c'est mes clients hypothétiques qui vont partir, soit mon concurrent va savoir comment je fonctionne, etc., etc. Enfin, on a quand même souvent le sujet qui revient, formulé de manière différente en fonction de qui on est, bien sûr. Et c'est quand même une problématique en fait pour tout le monde, je pense qu'il faut traiter, parce que je trouve que si on l'individualise sur un seul type d'acteur, on a l'impression que il n'y a qu'un seul problème, alors qu'en fait, il y a le problème collectivement en réalité. Euh, Nicolas, tu réagis? Oui. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Nicolas. Ok. Alors, oui, non, mais vous avez tous raison, hein, c'est très clair. Et n'hésitez pas à Moi, vous d'ailleurs à présenter au passage, enfin à dire hop, voilà, enfin, Nicolas pour qui vous Pellissier, moi, travaillez. Parce que bon, je travaille chez Keolis. Et ok. alors, chez Keolis, on avait un président qui s'appelait Jean-Pierre Farandou. Et à l'époque des débats sur l'homme,
il avait eu cette phrase, il était président de l'UTP aussi. Je parle de 2018 ou 19, quelque chose comme ça. Débat de préparation de la LOM. Vous m'entendez? Oui. Il avait eu Oui. cette formule dans une journée consacrée aux données dans la LOM. Il avait eu cette formule que j'avais trouvée pas mal. Il avait dit, alors il faut que je la retrouve, il avait dit en gros, il ne faut pas que de nouveau l'Europe, la France soient des grands naïfs de l'histoire et qu'on donne gratuitement aux opérateurs étrangers, qu'on ouvre gratuitement nos données aux opérateurs étrangers pour qu'ils puissent voilà, s'enrichir un peu sur notre dos sans que ce soit réciproque. Et donc, de là était née l'idée de cette réciprocité de l'ouverture des données. Donc, effectivement, il faut que l'ouverture des données, on est tous d'accord que ça peut être éventuellement un peu gênant pour tout un tas d'opérateurs, éventuellement même des collectivités, etc. Bon. Mais en revanche, la loi l'impose, enfin la loi, les décrets, etc., l'impose que pour un seul type, enfin que pour les AO et par délégation après les opérateurs, Hum, éventuellement. hum, Et donc après, de là est née l'idée de mettre dans la loi climat résilience, puis après d'intégrer aussi dans la loi qu'on a appelée 3DS ou 4D, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette loi, hum. un amendement qui était l'amendement qu'on avait appelé réciprocité et qui a été les deux ont été adoptés. Hein, d'abord climat résilience et ensuite les sanctions dans la loi 3DS pour mettre en œuvre effectivement cette réciprocité. Sauf qu'effectivement, ces bouts de loi étaient conclus par cette formule magique qu'on utilise très souvent, c'est-à-dire les modalités d'application du présent article seront définies par décret. Bon, et ce décret, ben, ça fait effectivement plus de 2 ans qu'on l'attend. Et, euh, de nouveau, on se fait tout savoir. Et effectivement, alors je ne sais plus exactement qui a dit aux États-Unis une conception très différente. Ce sont les opérateurs privés qui effectivement protègent des pouvoirs publics. Alors là, il se trouve que c'est les collectivités, mais des pouvoirs publics de la connaissance qu'ils peuvent avoir de la vie privée, etc. Bon, aujourd'hui, c'était vrai dans l'histoire, hein, aux États-Unis depuis 200 ans. Mais aujourd'hui, enfin, c'est très, très, très naïf pour penser ça à la fois aux États-Unis comme en Europe. Donc, même s'ils ont effectivement ça, et c'est l'argument qui plaide hein, auprès de la CNIL, auprès de tout un tas de gens, qui fait que le décret sort pas. Donc, moi, je suis très heureux que ce débat arrive ce matin, et je pense qu'on doit tous se mobiliser parce que, en plus, pour le ministre, la DGTM, etc., c'est quelque chose qui ne coûte rien et qui serait révolutionnaire, je ne sais pas, mais potentiellement, ça serait quand même un vrai changement très utile pour les AO et après éventuellement pour les opérateurs aussi. Donc ça peut être sensible, il faut bien rédiger, il faut faire attention à tout un tas de choses, etc. Mais je pense que si on est nombreux à vouloir le faire, si les AO sont mobilisés, si les opérateurs, éventuellement quelques opérateurs, mais c'est les AO qui devraient monter au front, normalement le GART, France urbaine, etc., ou les AO les plus concernés, on peut y arriver et ça coûte rien de rédiger le décret pour le ministre, donc, enfin pour le gouvernement. Donc, ce serait un beau cadeau pour les collectivités, un beau cadeau, une belle avancée pour les collectivités et qui ne coûte rien dans un temps où on sait que les finances publiques sont un peu contraintes. Donc, voilà, si on se met tous ensemble, il faut construire le bon argumentaire et plaider tous ensemble auprès des pouvoirs publics pour qu'on y arrive. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais. Non, Non, mais mais c'est pardon, vraiment est-ce un que je très beau pourrais, sujet. Gislain, je peux réagir Ouais, parce que et alors oui, Attends, alors, Nicolas, tu es un peu, Sigrid, enfin, ouais, Sigrid, alors je tiens oui. à rendre hommage aussi beaucoup à Sigrid, Non, mais c'est pas la qui est question, mais c'est bon. Ok, ouais, vas-y. Vas-y, qui est Cyril. effectivement Sigrid est de très loin la plus mobilisée et et c'est celle qui a fait beaucoup de travail sur ce sujet. Hein. Vas-y, Cyril. Je suis sûr Effectivement. que Non, ton c'est sondage juste va que te passionner aussi. Nicolas est plein d'enthousiasme et tout, mais ce décret, moi, je suis régulièrement en contact avec Laurine, hein, qui suit ça à DJTM. Bon, en gros, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Tel qu'il est rédigé, là, voilà, il y a pas de, il y a pas de, on va dire, il y a pas de possibilité. On aurait dû rédiger autrement, en fait. Voilà, c'est nous qui l'avons écrit, effectivement, un peu avec Nicolas. Tel qu'il est rédigé, il offre il permet pas, en fait, de sauter au-dessus des trucs de la CNIL, hein. Donc, en fait, en gros, Google a fait alliance avec la CNIL pour refuser ce projet de décret. Donc, il pourrait être écrit à minima et ne servir à rien. Et moi, la dernière fois que j'étais avec Laurine, elle m'a dit qu'en gros, ce qu'il faudrait, c'est carrément attendre un nouveau projet de loi avec un rapport avec la mobilité pour le réécrire parce que là, on va jamais y arriver. Voilà.
Donc, c'est pas la peine de s'imaginer qu'avec ce truc-là, on puisse. Donc là, bientôt, elle va lancer des expérimentations avec certaines AO, etc. En tout cas, enfin, il faut pas. Je pense qu'on peut avancer sur ce sujet, mais c'est pas en faisant du forcing. Je veux dire, Laurine, elle fait son métier, elle arrive au groupe de travail, ça fait 2 ans qu'elle est dessus. Voilà, si il y avait une façon simple d'y arriver, elle l'aurait fait. Là, il y a vraiment un énorme blocage. Il y a un énorme blocage et la CNIL ne va pas du tout dans le sens des AO. Pour la CNIL, les AO ne sont pas des tiers de confiance. Je la fais un peu brutale, hein. Donc, voilà, on dit qu'aux US, Google est censé être du côté des citoyens contre les entreprises pour protéger leurs données personnelles. Mais pour la CNIL, voilà, c'est pas, pour la CNIL française, c'est pas complètement différent, quoi. C'est que si on se met à si on se met à fournir des données brutes ou pas complètement anonymisées aux AO pour qu'elles fassent des traitements au service d'intérêt général, ça paraît comme ça. Nous, pour nous Français, on trouve que c'est vraiment un rôle de tiers de confiance et donc ok, on y va. Pour la CNIL, c'est très dangereux parce que ils pensent que la haut ne saura pas faire quoi. Et ils préfèrent que ce soit Google qui fasse des produits qui seront ensuite achetés par les AO. Voilà. Mais en fait, Donc, si tu veux, on Nico, est sur si tu un. veux, voilà. Donc, il y a pas, c'est pas besoin de faire du forcing et du lobbying sur ce Ouais, truc-là. ouais. Il y a véritablement un blocage là. Voilà. Mais on Alors, est sur un beau cas d'illustration, je trouve, enfin, d'avancer comme ça. Ouais. juste On va avancer, pour pardon, répondre mais deux ouais. secondes. Non, mais pour répondre Hmm. Alors, deux vraiment très secondes. brièvement, hein. Alors, je pense voilà, que Ouais. Sigrid a je pense, a absolument raison, surtout. Simplement, alors, qu'on sache, enfin, pour avancer, hein, je dis, qu'on sache effectivement ce qui pose problème juridiquement aujourd'hui, tel que la loi est écrite, comment on peut l'améliorer, donc quelle rédaction serait parfaite pour, enfin, voilà, conviendrait à la CNIL pour améliorer et pour que ce soit, que le décret puisse enfin sortir, éventuellement législative, hein. Et ça, il peut y avoir une PPL, il peut y avoir, on peut le mettre dans un Hmm. texte. Bon, alors là, il y avait un texte sur la sécurité, mais il y a des, bon, il peut y avoir d'autres PPL qui sont déposées, soit une PPL spécifique, soit une autre PPL qui viendra plus tard, mais qu'on soit déjà, en tout cas, qu'on anticipe ça et qu'ensuite on le propose par voie législative. Mais et cela dit, moi, alors il faudrait travailler juridiquement, etc., etc., et je pense que Laurine et la CNIL font bien leur travail, mais c'est un discours, pardon, Sigrid, mais que j'ai tellement entendu depuis 15 ans systématiquement, et on peut pas, etc., etc. Peut-être qu'en rédigeant le décret d'une certaine manière, anonymisé, données anonymisées, pseudonymisées, etc., etc., enfin, en rédigeant ce décret d'une certaine façon, peut-être qu'on pourrait, voilà, en forçant un peu, trouver une voie qui apporte une solution. Enfin, voilà, voilà, parce que moi, En fait, je l'ai tout, ce voilà. qui illustre ce débat, je pense, c'est des difficultés concrètes sur un cas d'usage, enfin, d'échange de données. C'est-à-dire que, en fait, il y a un débat, ok, juridique sur le texte, mais le fond de l'affaire, c'est un, d'abord, évidemment, que les acteurs ne sont pas alignés, qu'il y en a qui sont vraiment réticents au point de faire barrage. Mais en soi, ça fait partie des choses. Je veux dire, les opérateurs de transport ne voulaient pas de bonne data et ça s'est quand même fait. Comme quoi, on y arrive parfois, enfin, pas entièrement, mais bon, ça s'est quand même fait au bout d'un moment. Donc, ça peut quand même se faire, mais il faut aussi créer les conditions pour et que les gens, en fait, comprennent aussi pourquoi ça va être fait. Et typiquement, au-delà du débat juridique, il y a clairement la notion d'expliquer aussi concrètement ce qui va être fait et dans quelles conditions. Parce que probablement que pour le commun des mortels, il n'est pas très clair, comme tu l'évoquais, Sigrid, de ce que va être la capacité à faire des AOM et de la démontrer, ou de qu'est-ce qu'elles veulent faire avec, qui justifie tout un tas de choses, y compris juridiquement, quoi. Alors même que le cadre européen du Data Governance Act, typiquement, ouvre davantage de possibilités, justement, pour l'acteur public de jouer ce rôle-là, mais justement en demandant de le justifier, c'est-à-dire de le justifier pour des motifs d'intérêt généraux, mais explicites, en fait, voilà. C'est là où ça... euh, Et où, Laurent, toi, tu parles de RGPD, mais en fait, le Data Governance Act, il est fait pour compléter le RGPD. Donc, il est fait pour expliquer dans quel cas et dans quelles conditions, justement, ce type de coopération sur les données ou ce type d'échange de données peut être mis en œuvre, y compris de manière, on va dire, coercitive ou obligatoire. Et je pense qu'on va fournir un cas dans les prochaines années, mais qui ne peut pas s'affranchir, il me semble, d'une réflexion sur les questions de gouvernance et garanties qui sont apportées, ce qui est un des points pointés par la CNIL, en fait, hein, mais aussi le pourquoi, en fait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça va bénéficier collectivement? Et en fait, ce que dit la CNIL, ce que
des acteurs, c'est que ça ne suffit pas de dire que c'est un acteur public, donc c'est bien, il faut compléter la phrase probablement par c'est un acteur public qui va mener un certain nombre d'actions d'intérêt général qui justifient effectivement de mettre en œuvre ça. Et là, probablement qu'on arrivera à le débloquer en fait. En tout cas, je pense que c'est une des voies qui ne peut pas être négligée au-delà de l'aspect simplement rédiger un texte qui est peut-être mal ficelé ou quoi, mais ce qui est probable. D'ailleurs, bah, du coup, j'ai l'exemple là-dessus, hein, ce MDS aux États-Unis, donc on a compris votre culture, mais qui a donné quelques procès d'ailleurs, où c'est l'acteur public qui a gagné contre Uber et compagnie, où les acteurs publics, justement, ont voulu cette connaissance de l'espace public et des mobilités. Ils ont mis en œuvre un standard, mais surtout une politique. Ils ont demandé contractuellement ou par la voie législative réglementaire aux opérateurs de mobilité de partager de la donnée, justement, les opérateurs de taxi, de trottinette, de vélo, de VTC, sur où sont les véhicules, dans quelles conditions ils sont exploités. Alors même que c'est des opérateurs qui n'ont pas justement de contrat directement avec la ville ou avec la ville. Euh, et, et avec une logique de récupérer suffisamment de données à leur goût, mais pas forcément la donnée entièrement brute, c'est vrai. Dans le sens, pas besoin de savoir que c'est Ghislain Delaby qui a fait un trajet en trottinette pour aller à la gare de telle position à telle position, mais néanmoins suffisamment intéressante pour les cas d'application qu'ils ont. Et même aux États-Unis, ils se sont retrouvés au tribunal parce qu'Uber et compagnie n'étaient pas contents. Euh, mais ils ont gagné. Probablement parce ils ont réussi aussi à justifier, notamment, pourquoi, pourquoi l'usage des données qu'ils allaient faire était pertinent, quand bien même il y avait des risques sur la vie privée, et pourquoi d'ailleurs la manière dont ils le faisaient aussi limitait les risques en matière de vie privée, ce qui est quelque chose qui se retrouve sur le plan technique, mais qui en fait, le vrai sujet, il est derrière la technique, et il est quelle est l'approche globale retenue et comment on l'explique, quoi. Je vois qu'il nous reste qu'un quart d'heure, donc je vais passer un peu plus vite je pense que vous avez compris le principe sur les autres cas de figure, hein, où on partage des données, usage et pilotage de l'espace public, ce qui est très lié au sujet précédent, hein, finalement, parce que l'espace public, les mobilités, la principale différence, c'est que l'espace public, c'est pas que les mobilités, justement, c'est le commerce, c'est la logistique, c'est tout un tas d'autres choses. Euh, et c'est important parce que, bien sûr, en agissant sur l'espace public, on peut agir sur les mobilités, que ce soit pour du transport public, quand il a un site propre ou quand il peut naviguer dans de bonnes conditions, que pour le vélo, que pour la marche, etc. D'ailleurs, on a aussi des sites de travail sur le sujet. Le niveau de maturité est assez faible. Pareil, il y a des obligations réglementaires. Par exemple, les métropoles doivent documenter l'espace public et publier des données autour de ça de manière dans des référentiels de données. Donc ça se développe, mais c'est vraiment très progressif. Et en la matière, c'est beaucoup l'open data d'ailleurs qui a permis d'ouvrir des silos, donc la publication de données. Mais il y a certains types de données qui sont sensibles. Parce que qui dit espace public, il y a des notions de sécurité, euh, il y a des notions d'exploitation justement. Il y a plein d'opérateurs privés qui exploitent des réseaux, opérateurs de réseaux télécoms par exemple, l'énergie. Donc tout ça fait que on est sur des sujets assez complexes, assez délicats. Donc j'y reviendrai à la fin, mais en tout cas, on a des sujets sur l'espace public. Il y a un cycle de travail aussi, hein, qui est lancé, qui aborde plus spécifiquement ces sujets-là. Gestion de crise et sécurité publique, je l'évoque vraiment en bref, mais c'est un sujet important typiquement dans l'événementiel. Et en fait, les événements exceptionnels sont fréquents. C'est un paradoxe, vous avez certainement connaissance, en tout cas si vous exploitez un service quelconque, c'est que un événement qui est exceptionnel pris isolément, en fait, ils sont produits tout le temps. Des événements météo, des grands événements, des grèves, en France, ça arrive, d'autres types d'événements. Voilà. Et en fait, ça veut dire que il faut de manière pérenne être capable de gérer ces aléas. Et c'est important pour le système de transport, surtout multimodal, parce que la perception du grand public, elle se forge aussi dans les événements exceptionnels. Donc, en fait, ce qui se passe dans les événements exceptionnels, c'est ce qu'on retient de est-ce que quelque chose est fiable ou pas, est-ce que ça se passe bien ou ça se passe mal. Euh, et en plus, notre système de mobilité il se complexifie, surtout en dehors sur la voirie, ben, on a rajouté des pistes cyclables, on a rajouté des sites propres, donc la voirie elle-même est plus compliquée. On a ouvert les TER à la concurrence, donc ça veut dire que avant, le train du quotidien, c'était un opérateur national et les régions n'avaient pas leur mot à dire. Ensuite, maintenant, c'est les régions qui les gèrent. Donc, vous voyez que c'est devenu un peu plus complexe ces 15 dernières années. Et puis maintenant, sur une même région, vous allez avoir plusieurs opérateurs de transport grâce à la concurrence. Ce qui veut dire plein de nouveaux acteurs et plein de complexités qui n'existaient pas avant. Donc là, il va y avoir plein de problèmes associés.
Et le domaine de l'aérien et du transfrontalier est très avancé sur ces sujets-là. Beaucoup de types d'échanges de données qui se font et d'approches ad hoc qui ont été développées. Euh, mais pas trop sur la mobilité du quotidien. Et il y a de fait des risques sur la vie privée notamment, et on a des choses qui sont très, très hétérogènes. Euh, voilà un peu pour le panorama, qui n'est pas exhaustif, hein, mais de quelques situations où on peut avoir des échanges de données qui peuvent concerner les mobilités du quotidien. Ce qui en ressort aussi, hein, c'est que c'est les mobilités, certes, c'est les mobilités du quotidien, mais en fait, ça touche souvent à d'autres domaines. L'espace public, le commerce, et que du coup, la notion de partage de données, elle peut pas être trop cloisonnée ou elle peut pas toujours être cloisonnée, ce qui est plus simple. Euh, pour terminer ce webinaire, avant de parler de la suite, je voulais introduire simplement quelques approches justement qui sont mises en œuvre actuellement dans les manières de partager des données, les manières de faire. Aussi bien sur un plan politique, pas uniquement sur un plan technique. Euh, et de fait, c'est quelque chose qui s'élargit, où il y a beaucoup de choses. Donc, il y a l'approche européenne que je vais aborder, hein, stratégie européenne numérique, qui est une logique de rééquilibrage de marché, en fait. Tu diras, c'était évoqué dans le chat, nous protéger des GAFAM. Euh, c'est un peu le mérite de Chine, cette affaire, mais enfin bon. Les notions de transversalité centralisée qui est plutôt portée par l'État. Des approches qui sont plutôt dans l'interopérabilité, dans la décentralisation, qui sont un peu des approches de marché, et notamment dans les data space. Euh, et puis des notions de silos élargis, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, bah oui, on voit bien qu'on a besoin d'échanger des données à plusieurs, donc faisons un pool ensemble, faisons un truc ensemble. Donc c'est un nouveau silo, mais qui est plus grand que simplement être tout seul chez soi. Et on va essayer de coopérer, mais dans un entre-soi bien défini pour pouvoir maîtriser les choses. Alors je les balaye un peu rapidement. La stratégie européenne, on a déjà commencé à l'aborder. Parce que, c'est une approche générale, hein, pour le marché européen. C'est une logique de marché, puisque sur le marché, c'est l'Union européenne, hein, qui cherche à rendre le marché européen numérique plus équitable, et notamment nous protéger du fait que, bah, en fait, on a trop notre destin en main d'un point de vue numérique. Euh, pour faire ça, en fait, alors il y a une stratégie numérique qui a été publiée. Il y a un cadre et des obligations de partage de la donnée qui sont entrées en vigueur avec le Data Governance Act depuis un an, et qui sont très très importants par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer, hein. On parlait de l'article 109, mais en fait, quelque part maintenant, ça fait partie d'un cadre européen plus large, et ça peut se justifier dans un cadre européen plus large qui explique à la fois sous quelle forme des acteurs peuvent coopérer autour de la donnée et les droits et devoirs en la matière et la manière de le faire, et c'est en train de se structurer. Mais il y a aussi des paragraphes sur justement la possibilité pour l'acteur public de réclamer l'accès à des données qu'on nous on qualifie un peu de données d'intérêt général sous condition et en étant capable de le justifier. Donc ça va se mettre en œuvre dans le temps, mais en tout cas ça crée de nouvelles perspectives. Il y a aussi un renforcement de l'open data transport, et notamment sur les notions de temps réel qui vient d'être publié par une révision de directive européenne sur les transports intelligents, euh, qui en fait pour beaucoup ne fait que remettre au niveau français, on va dire, la réglementation européenne. C'est beaucoup de choses qui sont déjà présentes en France pour une large part, et du coup, il y a une consolider ça. Et il peut y avoir des choses il y a des choses aussi sur les notions de données d'usage qui peuvent être exploités. Je vous conseille de lire le dernier texte sur le sujet pour ceux qui étaient dans le débat animé de tout à l'heure, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il y a un investissement dans des infrastructures numériques européennes pour soutenir des espaces de données, qui soutient des briques qui sont standardisées ou des briques qui sont open source et qui servent à construire du partage de données. Et il y a des montants importants investis en la matière. Alors, c'est une approche très globale, c'est du long terme, c'est structurant, donc c'est ça, on voit le temps plutôt long, sur 10 ans au moins. Euh, c'est à l'échelle européenne, et pour certains des problèmes à traiter, c'est important. Euh, En matière d'obligation et de restriction, on parlait d'obligation par exemple sur des GAFAM, bah, en fait, c'est plus facile de mettre en place au niveau européen qu'au niveau national. Pour les questions d'interopérabilité, c'est aussi parce que mettre des obligations, parfois, ça peut créer des distorsions de concurrence, donc c'est plus facile de les mettre en place au niveau européen, par exemple, pour pas nous se créer des obligations qu'ont pas les voisins. Alors, quand c'est très très local, c'est pas forcément très gênant, faut le transport local, mais en matière numérique et en matière même de transport transfrontalier, ça peut être un sujet. Et puis il y a des moyens conséquents. Bon, les inconvénients, c'est que tout ça est très long et conceptuel. On a parfois des échecs industriels d'innovation à l'échelle européenne, ça arrive, donc c'est un risque quand même, ou ça pourrait accoucher d'une souris. Et puis euh, il y a une complexité normative potentielle, on va dire, rester poli. On peut aussi dire qu'elle est potentiellement exponentielle.
dans la manière de faire. Donc ça peut être un bien, ça peut créer une base solide, ça peut aussi devenir un truc juste incompréhensible, quoi. Euh, et, et- et du coup, les défis qui vont avec, c'est s'il y a besoin de déployer des choses concrètes et des cas d'usage pertinents qui viennent justifier ça. Euh, Avec la principale problématique, c'est que il faut que ce soit à grande échelle pour que ça devienne vraiment intéressant. Et donc, tant qu'on est à petite échelle, on a les inconvénients, mais pas encore beaucoup les avantages. Euh, voilà. Et puis, ça demande de faire. Pourquoi c'est important de faire des choses concrètes, pas seulement pour montrer que ça a du sens, mais c'est aussi pour vraiment, de manière concrète, organiser vraiment ces partages de données. Et quelque part à notre petite échelle, ce qu'on va essayer de faire ensemble, ça s'inscrit aussi là-dedans. C'est vraiment arriver sur du concret dans des cas métiers réels, quoi. Euh, L'approche de l'État français, qui a été publiée fin 2023, que vous avez peut-être entendu parler, euh, il y a une vision plus structurée de l'État, qui peut-être va se mettre en œuvre de manière concrète, ça dépendra des moyens associés, mais qui est dans une logique de transversalité, qui est centralisée dans le sens où il y a comme un rôle de l'État important et qui s'assume, mais par contre une logique très interministérielle et très en coopération avec les collectivités locales en se disant on ne peut pas se contenter d'avoir des SI dans tous les sens et on ne sait plus vraiment pourquoi, ou ça répond à chaque fois à un objectif très spécifique. Mais tout ça ne sert pas à une politique nationale ou globale, notamment en termes de planification écologique. Donc, le travail il a été fait dans le cadre de la planification écologique. Il y a eu tout un volet qu'on a co-animé auprès de la DGTM, avec aussi le CEREMA qui était fortement impliqué l'année dernière sur le volet mobilité de ça. Mais en fait, ça concernait justement, c'est pas une vision qui concernait que la mobilité, c'est une vision qui est vraiment transverse et interministérielle et qui inclut beaucoup d'autres domaines. Euh, L'approche générale, elle consiste à se dire que l'État, surtout dans la mobilité, a un rôle à jouer sur des couches plutôt basses, qu'on appelle les infrastructures, qui sont à la fois les normes et les règles du jeu et les infrastructures, c'est-à-dire des briques qui sont mutualisées entre tout le monde, parce que tout le reste relève soit de la compétence des AOM, soit des opérateurs privés. Et c'est tout ce qui est en haut de la gare. Donc il y a cette idée que euh, il faut que l'État prenne sa part et joue son rôle sur des choses qui sont un peu le cadre commun. On parlait tout à l'heure de tel ou tel décret et qui doit rendre possible certaines choses pour les uns et les autres. Donc ça, c'est vraiment les règles du jeu. Pareil en matière de standardisation, de normalisation. Ça peut aller un cran plus loin, que ce soit en disant, bah, il y a des infrastructures sur lesquelles l'État est attendu. L'État vient de sortir, enfin, fait France Identité. Bah, France Identité, tout comme France Connect, c'est des choses dont a besoin tout le monde. Et a priori, personne ne conteste que c'est le rôle de l'État et que ce n'est pas le rôle d'une région, d'une ville de faire l'identité en France. Non, c'est un truc régalien, quoi. Voilà. Donc, il faut que l'État prenne sa part. Mais par contre, ce qui se construit au-dessus n'est pas vraiment du rôle de l'État. L'État peut être éventuellement facilitateur de ça, et peut-être y mettre des moyens, peut manier un peu le bâton et la carotte, mais ce n'est pas l'État qui fait les parties B et C. Voilà, il a plutôt pour accompagner. Euh, L'intérêt de cette approche, c'est quand même euh, bah, que déjà l'État ait conscience qu'il a un rôle à jouer, euh, qu'il a un juste rôle à jouer, qui peut-être il ne faut pas qu'il outrepasse son rôle, mais qu'il faut au moins qu'il joue son rôle. Et ça, parfois, ça manque, ou alors ça manque en termes de transversalité, justement. C'est présent pour tel ou tel ministère, mais pas forcément en transverse. Donc ça, c'est une prise de conscience qui est intéressante et où il y a un processus en tant que tel aussi qui est défini pour travailler à la fois avec les autres acteurs publics, mais aussi travailler avec le secteur privé. Donc ça, c'est un aspect très positif. Et c'est une vision transversale qui est nécessaire, justement parce que la mobilité ne peut pas se résumer au transport. Il faut regarder toutes les adhérences. Maintenant, les limites de ça, c'est que c'est une approche quand même complexe et théorique à premier abord, et que le passage à l'action, il est très nécessaire, mais il nécessite des moyens importants, et aussi un cap politique clair sur un sujet où finalement, on parle de choses qui sont peu visibles, quoi. Alors, qui vont l'être à la fin, au bout de la chaîne, quand il y a des applications qui sont là, quand il y a des services, des choses qui roulent concrètement. Mais le sujet adressé, lui, il est très invisible, quand bien même il est quelque chose qui rend possible tout un tas de choses. Donc c'est quand même une vraie difficulté et on va voir si ça arrive à se mettre en œuvre. Et dans les défis à relever de cette approche, l'un des risques, c'est de tout centrer sur l'acteur public
et de ne pas avoir assez d'interface avec les acteurs privés. Alors, il y en a qui sont prévus conceptuellement directement en disant, bah, justement, relève du secteur privé toutes les applications ou alors des AOM quand elles sont concernées. En revanche, sur certaines infrastructures, certaines briques d'échange d'informations essentielles, il y a aussi un rôle nécessaire de l'acteur privé parce que les opérateurs privés, ils ont de l'information, des applications numériques comme Google et d'autres, ils ont aussi de la donnée. Donc de toute façon, parfois il faut certes les contraindre à certaines choses, mais en tout cas, il y a besoin de coopérer avec eux de différentes façons. Euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas hyper simple à trouver comme équilibre. Tout comme l'équilibre entre on fait une usine à gaz, on fait un truc qui doit être contributif, parce que c'est pas que l'État qui peut contribuer à ça. En fait, il dépend de tout un tas d'acteurs. Donc, il faut que ce soit un truc, une gouvernance multi-acteurs, et il faut que ça reste à peu près lisible et simple. C'est un peu une gageure. C'est pas hyper. Disons que c'est quelque chose de complexe à gérer. Euh, dernière approche enfin non, avant-dernière qui se déploie, j'ai mis volontairement un schéma absolument lisible, mais il n'est pas de moi. C'est une logique d'interopérabilité qui se développe. Vous avez certainement entendu parler. C'est la logique d'espace commun de données. La logique des espaces communs de données, c'est finalement de se dire par filière, par exemple, les transports, le tourisme, l'agriculture, organisons les échanges entre les acteurs publics, privés, concernés d'une filière. C'est une approche qui se veut très neutre et décentralisée, et qui cherche à à résoudre des problèmes autour de la confiance, finalement, sont l'une des principales difficultés dans la gestion des échanges de données, et à les résoudre à la fois par des questions de gouvernance qui sont mises en place, mais aussi sur le plan technique, c'est-à-dire apporter des garanties techniques et fonctionnelles à la source, euh, que je ne vais pas être lésé, que mes données ne vont pas être détournées, que je vais pouvoir maîtriser les règles, que je vais pouvoir maîtriser aussi qui manipule mes données, que je ne vais pas être dépendant de tel ou tel acteur et qu'un jour ça se retournera contre moi. Ça conduit à avoir une approche technique qui est très ambitieuse, qui est à tous les niveaux, des niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus élevés, quelque part, de l'échange de données. Donc c'est un peu complexe, en plus avec des approches nouvelles très décentralisées. Ça conduit aussi à travailler des aspects de gouvernance, notamment entre acteurs privés. Euh, donc, la logique, c'est vraiment d'échanger des données dans un cadre de confiance, c'est de faire en sorte qu'on soit jamais dépendant d'un seul acteur, qu'on ait de l'interopérabilité à tous les étages, et, et même entre différents espaces de données, par exemple, on va avoir de l'interopérabilité, donc à la limite, à la fin, le secteur de l'agriculture, du logement et de la mobilité puisse quand même échanger de données parce qu'il y a toujours des adhérences. Euh, Ce qui d'ailleurs est un des avantages de l'approche, hein, c'est que c'est un peu à toutes les échelles, ça cherche à faire un cas général, mais en même temps à garder de la souplesse, et à réunir des petits et des gros acteurs, quoi. Et aussi à essayer d'apporter des notions de souveraineté nationale européenne. Bah, l'inconvénient de tout ça, hein, c'est que l'inconvénient de tout ça, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui comprend grand-chose, surtout si vous n'êtes pas dans la matrice. Et pourquoi on n'y comprend pas grand-chose? C'est parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'applications concrètes. Donc, on ne se projette pas concrètement dans ce que ça fait. Et puis, l'autre aspect, enfin, dans les inconvénients, c'est que, euh, encore une fois, c'est le genre d'approche où la complexité, elle est utile pour gérer des choses justement massives et complexes. Donc, tant qu'on est à petite échelle, bah, c'est clairement surdimensionné. Et du coup, il y a toujours ce paradoxe où on veut démarrer avec des cas d'usage spécifiques et en étant à petite échelle, mais avec quelque chose qui est monstrueusement complexe et qui ne produira ses effets que quand on sera passé à grande échelle. Donc, en fait, c'est compliqué. Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il se travaille. Mais du coup, il y a ce besoin de passer dans le concret rapidement et du coup de faire des compromis entre. Il faut préserver dès le départ les principes fondateurs d'une approche décentralisée parce que c'est eux qui garantissent qu'on pourra passer à grande échelle et que ça pourra fonctionner à grande échelle et délivrer beaucoup de choses. Mais il faut essayer de pragmatique dans le court terme euh, parce que sinon on ne pourra rien faire. Un exemple un peu plus concret de ça, c'est par exemple sur la notion d'identité. On peut faire de l'identité, et donc manipuler des données personnelles dans un data space, mais ce qui est prévu dans un data space, hein, c'est qu'on va faire de l'identité décentralisée.
Je ne vais pas vous introduire le concept technique, il est extrêmement rigolo et sympathique, mais il ne correspond absolument pas à ce que fait qui que ce soit aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, les gens se connectent entre eux, les entités, vous, avec votre compte Google, avec votre France Connect, vous connectez à un service public. Ça, c'est pas décentralisé. D'accord? Tout ça est centralisé. Et ça fonctionne bien. Donc, en fait, si on veut commencer à mettre en œuvre des cas d'usage concrets, il faut accepter dans un premier temps que les acteurs avec qui on parle, ils ont des systèmes d'identité en place, ils fonctionnent sur des choses qui sont pas la version 4.0 qui sera faisable dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc, il faut une progressivité sans forcément trahir les grands principes qui, eux, sont essentiels à la réussite. Voilà, donc ça fait partie des gros défis. Et ce qu'on peut quand même dire sur le sujet de la mobilité, c'est que euh, on a aujourd'hui un gros écosystème qui est EONAX sur la mobilité et le tourisme qui est en train de se déployer, qui cherche à déployer des choses dès 2024, donc c'est comme du court terme, qui cherche à se servir quelque part des Jeux Olympiques pour avoir des applications de niche, mais à grande échelle, pour essayer de résoudre le paradoxe de on va jamais y arriver. Euh, donc rendez-vous dans 4 mois, 5 mois, pour voir si on a réussi à faire des choses. Mais en tout cas, euh, il y a une logique quand même voilà, de faire atterrir des choses à court terme et qui ont de l'impact pour tout le monde. Je vois qu'on a déjà dépassé, j'ai déjà parlé de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, que et du compte unique. C'est simplement une logique de j'ai plutôt élargi pour dire des choses qu'on connaît mieux, c'est-à-dire se mettre ensemble à plusieurs pour dire, bah, en fait, à plusieurs, on peut se mettre d'accord sur des conditions de partage de la donnée, on peut signer un contrat tous ensemble, on peut être dans un syndicat mixte ensemble, donc on se connaît, on a les choses sont bien bordées. Et du coup, techniquement, c'est aussi plus simple. Donc, c'est plus simple, ça va plus vite, c'est plus rassurant pour tout le monde, on sait avec qui on partage des données, dans quelles conditions. Le problème, c'est que ça passe beaucoup moins à l'échelle, c'est-à-dire que si jamais les cas d'usage sont plus qui étaient prévus, bah là, il faut beaucoup discuter pendant longtemps pour se mettre d'accord. Et puis, si on veut avoir de nouveaux membres très différents, bah, en fait, il faut peut-être changer toute notre gouvernance. Donc, ça peut vite trouver ses limites. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Encore une fois, il y a des contextes où ça, c'est tout à fait adapté. Typiquement, des projets régionaux comme Nouvelle-Aquitaine et d'autres, où on est sur des choses assez bordées euh, et qui peuvent aussi voilà, s'articuler avec le monde extérieur pour pas se retrouver avec des silos qui soient des bunkers, quoi, quand même. Il faut trouver un juste équilibre, encore une fois. Voilà pour ce panorama qui a un petit peu duré. On a eu quelques échanges déjà et c'est une très bonne chose. Je voulais simplement vous introduire, ce qui est quand même l'objet aussi du webinaire, le cycle de travail, puisque là, on était sur un webinaire introductif, une sorte d'avant-goût de la suite. On vous propose en fait 3 prochaines étapes pour ceux qui le souhaitent dans un format qui est différent, qui ne sera pas un webinaire, mais vraiment un format groupe de travail. Donc là, on sera plutôt là pour bosser ensemble, essayer d'écrire des choses ensemble sur des sessions de 2 heures avec 3 thèmes différents. Donc, vous pouvez venir à l'un, pas à l'autre en fonction de votre intérêt. Euh, le premier, en se concentrant sur des sujets où on a du partage de données, où il y a un caractère personnel, personnel avéré, on va dire, et il n'y a pas d'anonymisation. Euh, on aura un deuxième groupe de travail où on veut partager des données qui certes sont sensibles ou quoi, mais pas pour des raisons de données personnelles RGPD, mais il y a d'autres raisons, hein. Ça peut être justement secret des affaires, business, exploitation, sécurité, tout ce qu'on veut. Et le troisième, qui est un peu le chapeau, qui cherchera à mettre le doigt sur GT1, GT2, on ne se met pas trop de limites, on réfléchit plutôt à ce qu'on voudrait faire qui a du sens pour les uns et les autres, et on ne se met pas tout de suite la barrière de ouais, mais attendez, je ne suis pas d'accord parce que c'est compliqué. Ça, on en parle dans GT3, quoi. Tous les problèmes, les prérequis, qu'est-ce qui fait que ça pourrait éventuellement marcher, mais en fait, non, on pense que ça ne va pas le faire parce que j'ai plein de freins à tout ça. Ça, on en parle plutôt dans GT3. À noter que GT2 n'est pas en février parce qu'on ne sait pas aller nous à rebours du temps. Donc c'est le 19 mars et pas le 19 février qu'on parlera de données non personnelles. Voilà. Et notre but est de faire un séminaire de restitution le 30 avril qui prendra l'une ou l'autre des formes suivantes. De base, c'est plutôt un webinaire de restitution, mais dans un format élargi sur 2-3 heures avec du coup, des intervenants issus des différents groupes de travail et qui là peut concerner tout le monde. Euh, mais si on trouve voilà, un lieu d'accueil et un partenaire autour de ça, on aimerait bien éventuellement proposer un événement physique ou hybride pour se voir, se rencontrer. Mais du coup, on a besoin d'un lieu d'accueil, j'allais dire capacitaire et qualitatif. Donc, si, voilà, si vous avez des idées, des suggestions à faire,
de partenariat autour d'un lieu, autour de l'organisation de ça. On est aussi preneur de suggestions et de propositions. Euh, il faut s'arrêter là, c'est les 10h35 et on a aussi du travail aujourd'hui, j'imagine, les uns les autres. Euh, N'hésitez pas si vous voulez rester 2 minutes ou vous poser des questions. Je pense que vous avez tous nos contacts à Julie et moi de par les échanges préparatoires. Donc n'hésitez pas à prendre contact si vous voulez échanger. On donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent pour l'un ou l'autre des prochains GT où là on rentrera dans le dur. Et on va partager donc le support de présentation et aussi l'enregistrement vidéo à la suite dans la foulée, dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à le partager. Je vous rappelle aussi qu'on a créé une mailing list, une nouvelle mailing list dédiée à ces thèmes-là, où une fois par mois environ, on partagera à la fois l'avancée des avances des travaux divers et variés. Et, euh, et du coup, bah, vous pouvez vous inscrire dessus si vous n'êtes pas déjà dessus. Vous pouvez transmettre, bien sûr, à des contacts et leur proposer de s'inscrire. Je terminerai simplement sur le fait qu'on a aussi plein d'autres sujets en ce moment à la Fabrique des mobilités qui, pour certains, sont quand même en lien direct avec les questions de partage de données. On a des choses sur, alors on sera présent en autonomie, peut-être qu'on parlera du sujet. On va présenter le 26 mars une Learning Expedition, enfin, donc un voyage apprenant en Europe du Nord, à Oslo. Décidément, on a beaucoup de coquilles sur pour parler d'infrastructure numérique. Donc, en fait, en gros, le cas d'application de partage de données, on va aller le voir à Oslo en septembre prochain. Et donc, on vous propose de vous introduire ça, les objectifs poursuivis dans ce voyage apprenant, ce sera le 26 mars. On a une journée nationale d'autopartage le 27 mars, qui sont en présentiel à Et, Lyon, donc ça peut intéresser du monde aussi. alors, c'est la coquille, c'est que aussi le 26 mars, il y a un webinaire sur la marche qui fait partie d'un cycle qui est animé par D'accord, Marguerite chez nous. d'accord. Et donc, Donc c'est là, marche et numérique, donc, notamment avec des personnes, notamment de la direction, enfin, de la direction interministérielle sur la marche et le vélo. exactement. Donc, Excusez-moi pour on aura la marché coquille, il vélo faut le que je la 26. corrige. Donc, de toute façon, Mm. on le Mm. renverra à jour. Corrigé. Exactement. On a Mm, numérique et mm. trottoir aussi, enfin, bord de rue. Donc, toute la partie espace public que j'évoquais, qui sera abordée notamment le 28 mars. Ces webinaires, on espère qu'en fonction de à la fois de la participation et de l'intérêt des uns des autres, peut-être pourront être déclinés dans des groupes de travail plus spécifiques s'il y a de l'intérêt. Le but, c'est de voilà, faire des focus sur des choses concrètes où on sait qu'il y a déjà des besoins qui ont été vraiment qualifiés. Je peux mentionner aussi qu'on a un cycle de travail. Alors, on n'a pas de webinaire pour l'instant, mais on a des échanges avec les uns et les autres et on aura des publications peut-être un peu plus techniques sur des sujets autour d'OpenStreetMap et de la mobilité, comment OpenStreetMap est utilisé pour du partage de données, alors qu'il y a plutôt de l'open data cette fois-ci. Euh, En tout cas, vous aurez de l'information dans la newsletter dédiée à ça régulièrement, de l'avancée de ces différents travaux et des prochains rendez-vous. Et en tout cas, spécifiquement, bien sûr, à la suite de ce webinaire, on vous tiendra au courant de tout ça. Voilà, donc désolé d'avoir un petit peu débordé. Je vous remercie de d'avoir tenu jusqu'au bout. N'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous souhaite une bonne journée évidemment. Et on vous attend pour les prochains rendez-vous. Merci à toutes Merci et tous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, c'était beaucoup, passionnant. Ghislain et Julie et tout le monde. À la Merci Merci beaucoup prochaine. tout Miguel. le monde. Au À revoir. Salut, bientôt. Merci. Cyril. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement.